Bonjour, vous écoutez Face à l'employeur, un podcast pensé pour donner aux salariés des clés, les réflexes et le courage de se défendre grâce aux conseils et aux histoires vraies des avocats du cabinet Howard. Aujourd'hui, cependant, on inverse les rôles. Habituellement, Marlon Zard nous raconte les histoires de ses clients. Aujourd'hui, c'est lui le sujet. Comment devient-on l'avocat qui défend exclusivement les salariés ? Pourquoi avoir fondé son propre cabinet plutôt que de rejoindre les grands noms du droit social ? Et au quotidien, à quoi ça ressemble la vie d'un avocat qui se bat contre des employeurs ? Bonjour Marlon. Bonjour Marian. Avant de commencer, il y a une question que quelques personnes se posent. Pourquoi avoir appelé ton cabinet Howard ? C'est simple. En réalité, quand j'ai créé le cabinet Howard, j'avais vraiment envie de dépersonnifier le métier d'avocat en droit du travail côté salarié. J'avais pas envie qu'on soit défendu par Maître Zard, par Maître X, par Maître Z. Je voulais qu'on soit défendu par une marque qui soit une marque référence en droit du travail côté salarié et dans la France entière. Et j'ai choisi Howard aussi parce que euh, nous avons le but, c'est d'obtenir du résultat. Et voilà, avec les Oscars, par exemple, c'est l'Académie Howard. Donc, j'ai fait un petit lien comme ça. Et c'est pour ça que la marque s'appelle Howard. D'accord, créer une marque pour avoir la preuve d'une qualité, de process, ce genre de choses. Exactement. Commençons avec les origines. Pour toi, Marlon, avant le droit, quand tu étais petit, est-ce que tu te disais déjà « je serai avocat » ? Alors, pas du tout. Je voulais être réalisateur d'effets spéciaux pour films. Ça n'a aucun lien. Mais c'est vrai que j'ai toujours regardé les séries juridiques. Type à l'époque, il y avait Avocat associé. Et après, j'ai bien aimé Suits. Donc, ça m'a attiré un peu sur le métier d'avocat, toutes ces séries françaises et américaines. Mais moi, de base, étant enfant, voilà, je voulais plus travailler dans l'univers du cinéma, si tu veux savoir. D'accord, alors est-ce que c'est ça le déclic ? Est-ce que c'est les séries télé ou est-ce qu'il y a une histoire familiale, une injustice vécue qui t'aurait orienté vers le droit plus tard ? Alors, il n'y a pas de, d'histoire familiale. C'est vrai que mon père était entrepreneur et a toujours été le meilleur patron possible et inimaginable. D'ailleurs, ses salariés ont tous plus de 20, 30, 40 ans d'ancienneté. Donc, j'avais toujours regardé un peu le, euh, j'ai toujours regardé avec admiration la manière dont mon père travaillait avec ses salariés. Euh, mais moi, personnellement, j'avais pas envie d'être plus que ça avocat. Et c'est vrai qu'à un moment, ça m'est venu grâce à mes études, grâce au cas qu'on a, qu'on a étudié, que j'ai eu la chance d'étudier à l'université. Et surtout parce que moi, personnellement, j'ai été, avec le recul, lors de mes premières expériences professionnelles, je pense avoir été victime de harcèlement moral au travail quand j'étais stagiaire dans un gros cabinet d'avocats. Et aussi d'avoir souffert de burn-out lors de la première expérience professionnelle. Mais Ah, ça, j'ai dû prendre du recul un peu pour m'en rendre compte. ok, je vois. Bah alors justement, parlons de tes premières études, tes premières années d'études. Comment ça se passe, les études de droit ? Comment est-ce que tu te projetais à l'époque ? Alors, moi, je me suis toujours j'ai essayé de m'ouvrir le plus de portes possible parce que je ne savais pas choisir, puisque finalement, avec le recul, j'avais plus envie d'être réalisateur d'effets spéciaux pour film. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bi-licence à Paris 1 à Dauphine en droit et cogestion. Et ensuite, j'ai fait une grande école de commerce qui s'appelle l'EDEC Business School. Et j'ai passé le barreau en même temps. Donc, je me suis vraiment ouvert la porte business et droit. Voilà, ça a toujours été. Et c'est lors de mes premières expériences professionnelles que, que je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de faire ça de ma vie. Pendant toute ma jeunesse, lors de mes études, j'étais vraiment indécis. Mais c'est la pratique qui m'a fait me dire, OK, c'est ça que je veux faire. Et ensuite, de voir ce que j'ai vu faire et de me dire, je vais faire l'inverse de ce que j'ai vu faire depuis que j'ai commencé à travailler. D'accord, ça nous amènera peut-être aux questions qui viendront plus tard. Pour le moment, je voulais savoir, au niveau de ton premier stage, de ta première vraie affaire en tant que jeune avocat, ce dont tu te souviens et que tu nous donnes un peu plus de détails sur ton expérience qui t'a poussé dans la défense des salariés. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure du harcèlement moral, du burn-out. C'est assez clair. Pour le stage dont je parlais, c'était un stage en fusion-acquisition.
Et en réalité, je travaillais dans le même bureau que mon maître de stage. Et il y avait quelque chose qui allait visiblement pas, puisque par exemple, il détestait qu'il y ait dans on marchait, je faisais de la fusion-acquisition, donc on marchait par documents qui passaient, il y avait des chaînes de signature. Et il voulait que dans le parapheur qu'on lui remettait, il n'y ait aucun trombone. Et donc, et si il y avait le malheur d'avoir des trombones quand on lui redonnait le parapheur, bah, il devenait fou. Et donc, je faisais bien attention. Je me rappelle, j'avais eu une mission où je devais faire signer pour l'incorporation d'une société des documents. Donc, je fais bien attention à voir qu'il n'y ait pas de trombone dans les pages qu'il doit signer. Et donc, je vais lui remettre le document tout content. Et là, il me balance le parapheur à la figure en me disant, il y a des trombones. Et je dis, bah non, il n'y a pas de trombone. Et il me dit, bah si, il y a des trombones, regarde. Et là, il me montre que, pas dans les pages qu'il devait signer, mais à la fin du parapheur, il y avait encore des trombones qui restaient. Et donc, il m'a jeté ce parapheur à la figure. Puis, c'était beaucoup de moqueries comme ça, sur la manière de travailler, sur la vitesse de travail, etc. Et donc, au départ, quand vous êtes jeune stagiaire, vous laissez passer, mais bon, vous êtes en troisième année ou quatrième année de fac. Donc, vous n'avez pas encore d'expérience, mais vous laissez passer, et vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez. Et c'est vrai que ça a été une expérience très difficile. Et la deuxième expérience, c'est le burn-out. En fait, le burn-out, on s'en rend compte après. C'est que donc j'ai commencé dans un grand cabinet d'avocats en fusion-acquisition en tant qu'avocat collaborateur. Et il y avait énormément de travail. Énormément de travail à faire. Et parfois, il y avait des gros cycles de travail intenses où on commençait le travail à 8 heures du matin et on finissait à 2 heures, 3 heures. Et que comme il y avait un closing le lendemain, on devait dormir sur le bureau pour être en signature du closing. Et en fait, il y a des moments où vous avez des deadlines tellement serrés que vous vous dites dans votre tête, mais en fait, j'aurai jamais le temps de terminer ça pour demain à telle heure. Et à ces moments-là, vous vous dites, vous voyez comme dans un tunnel et vous vous dites, mais je ne peux pas, je ne pourrais pas le faire. Et en fait, c'est le désespoir qui vous envahit. Et je me rappelle que pendant ces moments de haute pression, parfois j'allais au cabinet, au cabinet d'avocat, et j'allais tête baissée. Et je voyais que le tunnel devant moi. Et j'avais les épaules baissées, etc. Et je me disais, et en fait, avec le recul, bon, j'ai pas craqué, mais il y a beaucoup de gens maintenant avec le recul qui craquent énormément. Et j'aurais pas dû subir ça. Mais c'est vrai que sur le moment, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est une longue période très intense. J'ai en réalité souffert de burn-out. Pas diagnostiqué, mais en réalité, c'était évidemment un burn-out. Et c'est ces deux expériences professionnelles de grands cabinets d'avocats qui m'ont permis de me dire, bah, en fait, je veux pas faire de la FUSAC, je veux faire du droit du travail côté salarié. Je veux défendre les salariés parce que les salariés, eux, n'ont pas affaire à ces machines, ces gros cabinets d'avocats euh, qui, euh, euh, qui sont en fait des machines et qui ont vu des milliers de fois le cas et qui ont l'avantage sur le salarié. Je veux vraiment rééquilibrer les armes et j'ai envie de donner aux salariés de pouvoir se défendre à armes égales avec les employeurs. C'est un peu ce que j'ai voulu faire en créant le cabinet. Et aussi au niveau du travail maintenant, je me suis toujours dit que dans mon cabinet, j'avais envie que ce soit l'inverse de ce que j'ai vu faire dans des grands cabinets d'avocats, et donc avec une vraie qualité de vie au travail, avec le respect de toutes les règles essentielles au droit du travail et à la qualité de vie. Voilà, c'est un peu ce qui m'a poussé, en fait, l'expérience m'a poussé à me dire, je veux faire quelque chose qui soit utile, mais je veux faire quelque chose d'utile de manière différente que les autres. D'accord. Donc le harcèlement, le burn-out, qui te pousse à réfléchir à quel type de droit tu veux faire. Tu te diriges vers le droit du travail, spécialement la défense du salarié, parce que tu as cette expérience toxique, hein, on va le dire. Mm, Mais tu ne t'arrêtes pas là. En fait, tu te décides à créer et à monter ton propre cabinet. c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette direction? Est-ce que c'était des études hybrides entre école de commerce et droit? Non, ce qui a poussé dans cette direction, c'est justement le fait que je me suis dit que j'avais envie de défendre le salarié en souffrance contre l'employeur. C'est ça qui a poussé à créer le cabinet. Certes, les études en école de commerce m'ont permis d'avoir le recul nécessaire pour créer le cabinet et, euh, et créer, entre guillemets, une machine de défense pour les salariés. Mais, euh, mais voilà, j'ai été vraiment influencé par ma pratique personnelle, en fait. Je ne veux pas rééditer
ce que moi j'ai subi, et je veux donner une défense aux salariés. C'est ça l'idée de base du cabinet. Et qu'est-ce qui t'a poussé plus particulièrement, plus précisément, à monter un cabinet plutôt que de rentrer dans un établissement déjà connu, dans un grand nom du droit social? Parce que ces grands noms du droit social défendent l'employeur et jamais le salarié. Donc c'est pour ça, tout simplement. En fait, les grands cabinets d'avocats défendent l'employeur et pas le salarié. Le salarié, à chaque fois, très rarement a dans ses connaissances un avocat en droit du travail côté salarié. Et donc, il doit chercher sur Internet, il doit trouver. Et alors que l'employeur a accès à ces gros cabinets, le salarié a accès, la plupart du temps, à des cabinets d'avocats individuels qui font extrêmement bien leur métier, mais qui peuvent être parfois surchargés euh, ou, euh, euh, ou en déséquilibre au niveau des armes par rapport aux grands noms du droit du travail pour l'employeur. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler des premières semaines, des premiers mois, les premiers dossiers signés, les premiers clients? Comment est-ce que ça s'est passé au tout début du lancement? Alors, en réalité, les premiers clients signés, ça a été beaucoup de bouche à oreille et en fait, du développement que j'ai fait sur les réseaux aussi, que ce soit les réseaux sociaux, internet, et cetera, pour commencer à me faire connaître. Donc, j'ai commencé à avoir, je me suis toujours dit qu'il fallait que j'utilise au maximum les outils internet pour, être un peu, disruptif par rapport à la profession. C'est toujours toujours ce que j'ai voulu faire et grâce à ça, j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Parce que j'étais un des premiers avocats à faire des vidéos en droit du travail côté salarié, pour, que les salariés puissent se défendre face à leur employeur. Et donc, ces premiers clients, quand je les ai signés, ça a été énormément de responsabilité, pour moi. Mais, ça a été des premiers combats, magistrales où n'importe quelle petite victoire te te, te touche directement. N'importe quelle défaite t'affecte à un point où tu n'arrives plus à dormir pendant 2 nuits, tu es au plus mal, et cetera. Hem, les les premiers rendez-vous avec les clients, je me rappelle, j'avais des rendez-vous où je me disais: «Mais c'est horrible ce qu'elle a vécu». À la fin, je m'éloignais dans une salle parce que j'avais besoin de reprendre mes esprits tellement ce que je prenais en pleine face était terrible. Hem et en fait, je me rappelle le moment où je me suis dit: «Je suis vraiment là où je dois être», c'est cette première, ça devait être 3e ou 4e client, qui vient me voir au plus mal, mais dans un état, terrible. Elle parlait à 2 à l'heure, elle était vraiment trop, trop mal. Elle m'a raconté son histoire, je me suis dit: «Il faut que je la défende» et j'envoie une lettre d'avocat. Finalement, j'arrive à négocier, une sortie amiable pour cette salariée et je me rappelle tout au long du process où elle, m'appelait et cetera, je me rendais compte que, que son état changeait, qu'elle était de mieux en mieux et je me rappelle à la fin, lorsqu'on a signé la transaction, qu'elle a reçu ses sommes, on s'était vus, on s'était vus ensuite en réunion et elle m'avait dit: «Vous savez, le jour où j'ai signé la convention d'honoraires, j'étais au plus mal et en fait, le fait de vous lâcher ça sur les épaules, que ce soit vous qui gériez et pas moi, ça m'a fait énormément de bien» et à ce moment-là, et elle m'a même dit, je me rappelle: «Je voulais sauver la vie, maître Zart», c'était un truc de fou et je me suis dit à ce moment-là: «Ouais, franchement, c'est là où je dois être» et en fait, là, en fait, en droit du travail côté salarié, tu es un peu aussi tu pas la prétention d'être médecin, on n'est pas médecin du tout. Mais, on a un rôle aussi qui est, essentiel pour le salarié. Je pense que ça l'aide dans sa quand il veut se soigner à cause de à cause de problèmes psychologiques qu'il a du fait de son employeur. Je pense que l'avocat en droit du travail a un rôle essentiel, en réalité. Il a un rôle essentiel. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ah si, parfaitement. Donc tu allèges le plaignant dans une charge mentale monstrueuse qu'il a accumulée tout au long de son travail. Ça se comprend forcément. Et d'ailleurs, tu as souligné que à un moment, tu prenais les choses très très à cœur et que c'était un peu difficile. Aujourd'hui, tu as su t'entourer. Le cabinet, c'est plusieurs personnes, c'est toute une équipe.
Et ça veut dire que c'est combien de personnes et combien de dossiers en moyenne? Alors actuellement, nous sommes une quinzaine d'avocats, donc 4 à Nantes et le reste à Paris. Et, on a on a énormément de dossiers en réalité parce qu'on a réussi à mettre en place les leviers de développement pour se faire connaître et essayer d'avoir, sans nécessairement reposer sur le bouche à oreille, vraiment des gens qui nous connaissent de nom et qui viennent nous voir pour notre réputation. Donc on a beaucoup de nouveaux dossiers qui rentrent par semaine et on est sur quelques-uns des plus gros collectifs, de la place parisienne. D'ailleurs, j'en ai parlé dans des précédents podcasts. Voilà, donc peut-être qu'on doit avoir entre 15 et 30 nouveaux dossiers, par semaine. Je te propose maintenant de parler de la journée type d'un avocat, pour permettre aux gens qui nous écoutent de faire la différence entre la réalité, le mythe, ou tout simplement de mieux comprendre un peu à quoi ça correspond. Par exemple, pour toi, ou pour les gens dans ton équipe, à quelle heure vous commencez, et à quelle heure ça se termine? Mais Mario, en fait, c'est ça la beauté de ce métier, c'est qu'il y a pas de journée type. Tu vas avoir une journée où tu vas, devoir te réveiller à 5 heures du mat pour aller, plaider un dossier à Annecy, puis revenir à avoir 4 rendez-vous clients, le soir même, tu es appelé parce qu'il y a un référé, que tu es appelé en audience le lendemain et que c'est une procédure courte et donc il faut se mettre en état le plus rapidement possible. Comme tu peux avoir des journées où, tu as, moins de dossiers et que tu te dis: «Mais, est-ce que mon cabinet va continuer à tourner? Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas de nouveaux clients» et cetera. Donc en fait, en plus d'avoir la vie d'avocat, comme ça, j'ai aussi la vie de chef d'entreprise. Donc en fait, c'est toutes mes journées à moi, en tout cas, sont totalement différentes et je pense que pour beaucoup d'avocats, c'est le cas. C'est vraiment on ne sait pas ce qui nous attend et c'est ça qui fait c'est cette adrénaline qui fait la beauté du métier. Alors ça change un peu la question suivante, c'est qui était combien de temps passé en audience ou au bureau ou avec les clients. Ça, c'est la mission globale d'un avocat. Toi qui en plus dirige le cabinet, quel est le temps passé à la gestion du cabinet en plus de ces 3 autres euh, dossiers? C'est, en fait, ça se compte pas en temps. Ben, c'est 24 heures sur 24 quand tu fais ce métier-là, c'est 24 heures sur 24 et peut-être 12 heures, en tant qu'avocat et 12 heures en tant que, dirigeant de société, sans soirée et week-end. C'est plus ça. Mais ça, c'est un peu enfin, beaucoup les gérants d'entreprise qui le vivent, hein. En fait, on est tout le temps, on doit penser à la survie de son entreprise, à la vie de son entreprise, au bien-être de ses salariés, et cetera. Donc, ouais, c'est vraiment 24 heures sur 24, 12-12. 12 heures avocat, 12 heures, donc je botte un peu en touche. D'accord. Et tu avais évoqué ça en préparation. Quel est le truc le plus chiant du métier? Un truc par exemple dont on parle pas ou est-ce que c'est quelque chose de connu? Et le truc le plus chiant, c'est que tu as énormément c'est peut-être sans doute que le fait que la justice, en réalité, n'a pas de moyens. La justice n'a pas de moyens et donc tes audiences vont être audiencées à extrêmement loin dans le temps, que tu ne peux pas justifier ça à tes clients et donc tu leur dis: «Bah, écoutez, malheureusement, on a saisi le conseil de prud'homme, mais l'audience est, en 2027-2028». Tu peux pas vraiment, et tout est long et il y a plein d'audiences, de procédures qui ne servent strictement, mais strictement à rien et en fait, ces audiences de procédure te prennent un temps fou. Ça peut te prendre une journée entière juste pour, t'entendre dire qu'on te renvoie à une date précise. Donc en fait, il y a énormément à simplifier et je pense qu'en fait, oui, c'est ça, c'est ce qui est le truc le plus dur dans ce métier, c'est l'attente, l'attente. L'attente, des audiences, l'attente, des, jugements, l'attente, lors des audiences pour passer. Ouais, c'est un métier d'attente. Ok, et à l'inverse, quel est le moment que tu préfères, soit dans ta journée ou en général dans ton métier? Non mais ça, est-ce que vraiment tu as besoin de la poser cette question, Marian? Parce que en fait, enfin, le moment que tu préfères, c'est quand tu as le conseil de prud'homme ou que tu reçois un arrêt de la cour d'appel et que tu vois que tu as gagné, des sommes pour ton client et que tu as, rectifié une injustice.
Ça, c'est magnifique. Et ça, après, tu appelles le client et tu es tellement heureux et tu te dis, je suis arrivé au bout de ma mission. Et ça, c'est fou. C'est vraiment un sentiment que je pense que tu as dans peu de métiers. Et tes proches comprennent ce que tu fais? Dans mes proches, j'ai quelques avocats, donc eux, ils comprennent. Euh, mais mes très proches, souvent, se disent comment tu peux passer autant de temps au travail, à faire ce que tu fais. Et donc, oui, ils comprennent le métier, ils comprennent ce que je raconte, etc. Mais ils comprennent pas que, il y a, enfin, qu'on doit passer beaucoup plus de temps que beaucoup de personnes au travail parce que en fait, c'est la vie des clients. On, on travaille pour défendre leur vie en réalité, pour les aider à construire leur vie. Merci Marlon pour cette première partie de l'interview que nous allons réaliser avec toi, puisqu'il y aura une deuxième partie qui traitera plus précisément de ton rapport au client et ta vision de l'avenir. Euh, Avec un peu de chance, tu auras inspiré des carrières, parce que c'est un métier passion, on ne se cache pas. Donc merci beaucoup Marlon. Merci Marion, merci à toi. C'était Marian pour Face à l'employeur, le podcast du cabinet Howard avec, comme d'habitude, Marlon Zard au micro. Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par le métier d'avocat, quelqu'un qui serait concerné par ce podcast, n'hésitez pas à lui partager cet épisode.